Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Front-End Chronicles. Je suis Benjamin et je co-anime toujours ce podcast avec Denis. Bonjour à toi Denis, comment vas-tu ? Ça va super, aujourd'hui on va attaquer un petit sujet de type boulangerie parce qu'on va vous parler de NG Baguette. Exactement, alors NG bien sûr vous l'avez reconnu, c'est un hommage un petit peu à comment étaient nommés les libs avec NG. Aujourd'hui on a plus tendance à faire NGX parce que parfois à l'époque de tout ce qui était Angular 2, Angular 4, Angular 5, on aimait bien mettre NG4, NG5, référence à la version d'Angular. Là aujourd'hui c'est NGX. Alors NG Baguette Conf, Denis on y a assisté ce samedi 24 mai 2025, est-ce que tu peux nous en toucher deux mots ? Et du coup qu'est-ce que c'est ? C'est un événement français sur Angular. Il y en a très très peu. On a quelques associations par exemple comme Angular Lyon qui existent. Et là, le but à NG Baguette, c'était de faire une journée entière de conférences et essayer d'avoir des bons speakers, des speakers potentiellement internationaux, et c'est ce qu'on a eu. Et donc, le but, c'est de faire un peu comme ce qu'il y a dans des pays voisins, donc NG DE, NG Poland, etc., etc. Et donc, du coup, il y a eu un NG Baguette qui était à Nantes, du coup. Donc, dans le territoire de Front-End Chronicles, on était obligé d'y aller. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai parlé de NG pour le préfixe, mais il y a aussi baguette. Pourquoi baguette ? Parce que c'est quand même assez emblématique d'un point de vue international que les Français aiment bien les baguettes. Et pour une première conf, le tarif était vraiment, vraiment intéressant, en tout cas pour y aller. En early bird, on était à 25 €, puis après ouvert à 30 €. Donc ça, c'était plutôt cool, avec un repas qui est inclus dans le billet. Et sans transition, on va attaquer par vous parler tout simplement des confs de la journée. Donc en commençant par la première. Et oui, on a eu la chance d'avoir une rockstar pour la première conf. Et c'était Mathieu Riegler. Mathieu Riegler, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a intégré la Core Team il y a très très peu de temps et qui avant ça était le plus gros contributeur Angular sans être dans la Core Team. Et donc du coup, là, il a rejoint Google il y a peu. Et donc, vous le connaissez peut-être autrement sous son pseudo Jean Mèche. Voilà. Mais il a fait énormément de contributions. Et sur cette première conf, il nous a parlé de comment Angular était géré en interne par Google. Et en vrai, c'était super intéressant. Moi, j'ai découvert plein de trucs. Alors, c'est des informations qui sont plutôt publiques, mais comme il le disait lui-même, c'est des informations... Quand tu sais où chercher, c'est public, mais quand tu sais pas où chercher, en fait, t'as pas spécialement les informations. Et il nous montrait comment les applications Google... les applications qui étaient en Angular, du coup, chez Google, comment elles étaient gérées et tout ça. Et c'était assez impressionnant, parce que, en fait... Ils n'utilisent pas de versionnement en fait, chez eux. Non, ils n'utilisent pas de version, pour être plus précis. Et en fait, toutes les applis Google utilisent la version, le head, quoi. Le dernier commit qui a été pushé sur le dépôt Angular. Et après, nous, ce qu'on voit sur GitHub, c'est une synchronisation entre le monorepo qui est en interne chez Google et le dépôt Angular. Ouais, ce qu'il disait, c'était du trunk-based development. Et il donnait l'exemple aussi d'une de ses PR qu'il avait faite, entre guillemets, pour changer le type de query list. Par défaut, il n'y avait pas de type, donc c'était any, donc on n'avait pas besoin de le typer. Et il s'est dit, tiens, je vais prendre ça a l'air d'être simple, de mettre un type générique à la place. Sauf que, comme tu viens de le dire, c'est utilisé un petit peu partout chez Google, donc dans toutes les applications. Une simple PR d'ajout de type se transforme en plein d'impacts à gérer avant que sa PR soit OK, quoi. Donc, c'est-à-dire autant potentiellement d'utilisation de query list qui devait faire de modifications. Ouais, c'était intéressant, ouais. C'était intéressant. Ça permet aussi de retourner un petit peu la façon dont on voit en fait la gestion des dépendances chez nous. Moi, j'ai l'habitude de jouer avec des libs et des versions, c'est classique. Et donc, du coup, de gérer ces fameuses montées de versions qui peuvent être compliquées aussi chez vous à gérer, d'autant plus si vous avez pris du retard sur les versions majeures, ou bien s'il y a vraiment un breaking dans le langage. Et là, c'est un peu aussi des fois compliqué de migrer. Là, du coup, on est sur une autre philosophie c'est un monorepo, il n'y a pas de version, on est tous sur le même trunk. Et donc, s'il y a un impact à un endroit et des dépendances, il faut les gérer en même temps. Voilà. Et ça explique du coup, d'un point de vue plus extérieur, pourquoi le framework nous paraît quand même extrêmement stable d'une version à une autre. On a assez peu de choses à réécrire, assez peu de choses à bouger. Et ça, c'est plutôt confortable. Je propose qu'on enchaîne parce qu'en fait, il y a pas mal de conférences. Et c'est vrai que la keynote était super intéressante. Mais si on veut avoir le temps de parler d'un peu de tout, moi, je te propose de parler de la deuxième conf, où ils nous ont parlé de SSR, notamment, d'hydration, et voilà, les différentes problématiques de rendu. T'en as pensé quoi, toi ?
Alors je vais être tout à fait honnête, j'ai pas appris énormément de choses. Pourquoi ? Parce que déjà, si vous nous suivez, on a fait quelques épisodes où on parlait déjà de rendu, de server-side et un peu de côté d'hydratation. Juste un petit rappel aussi que en Angular 19, donc là la version qui est actuelle avant la 20, on a un hybride rendering par route qui est intéressant, qui peut être utile dans votre application, c'est-à-dire que vous pouvez faire du SSR, du SSG ou du CSR en fonction de la route. Alors je rappelle un petit peu les acronymes barbares: SSR, Server Side Rendering, SSG, Static Site Generation, et le CSR, c'est Client Site Rendering, ce qu'on vous fait classiquement avec votre SPA pour le Single Page Application. Voilà. Quelqu'un qui ne connaît pas tout ça, je pense peut être très intéressé par ce talk. Moi, je suis resté un petit peu en dehors, malgré la qualité de l'intervenante. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Denis ? Alors, je reviendrai sur le fond du sujet juste après, mais il y avait une question à la fin qui a été traitée dans les Q&A qui était assez intéressante et qui soulève toute la problématique du sujet, selon moi. C'est qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est bien, vous nous parlez de SSR, vous nous parlez d'hydration, de tout ça, mais c'est quoi les dispositions à avoir pour avoir une application en Angular qui fait du SSR en prod ? C'est-à-dire que avant, on faisait du CSR, donc ça veut dire quoi ? Un serveur HTTP qu'on peut avoir sur des CDN et tout ça pour avoir une diffusion plus large, etc. Et donc on a juste des fichiers statiques et ça marche. Et après on branche à un back-end. Et les gens qui font le back-end, ils sont habitués à avoir les problématiques de hosting, etc. Mais cette question qui a été soulevée du coup par un des spectateurs, moi je la trouvais vraiment intéressante parce que en fait en Angular ils nous disent faut un serveur Node. D'accord, ok. Mais là, vous nous incitez à aller en prod, mais comment on gère ça au niveau de la sécu ? Comment on gère, je sais pas, au hasard du cache ? Si on commence à faire du server-side rendering et qu'on a des milliers d'utilisateurs, on va avoir des milliers de requêtes. Et là, ça va pas être du fichier statique qui peut être mis en cache par un CDN et qui, du coup, nous coûte beaucoup moins cher. On a aussi des problématiques tarifaires, on a des problématiques de sécurité et tout ça. Le SSR, c'est intéressant, mais moi, je reste un peu mesuré sur tout ça parce que je trouve qu'ils en font un peu de la pub, mais ils accompagnent pas les gens assez sur pourquoi il faut le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on va là-dedans, quoi, parce que c'est pas anodin. Mais après, sinon, sur toute la problématique au global de SSR, hydration, on a parlé aussi un peu de defer, la directive qui nous permet de charger que des bouts de composants. On a aussi du partial hydration, on a aussi du event replay, etc., etc. Bon, je rentre pas dans le détail de chaque concept, mais moi, mon ressenti, c'est qu'on a un peu une fuite en avant, c'est-à-dire qu'on avait du CSR, on s'est dit « Ah, ça serait bien d'avoir du SSR », mais du coup, on a des problèmes parce qu'on a du SSR, donc on met des solutions, genre par exemple de la hydration, mais en fait, il nous manque des trucs, et donc ça nous soulève d'autres problèmes, et donc on met en place d'autres solutions comme du defer, comme du partial hydration, et au final, il y a certains événements qui ne sont pas pris en compte, donc on met l'event replay et tout ça. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'on a une fuite en avant, et on s'invente des problèmes. Et du coup, moi, ça me fait vraiment relativiser sur le fait de est-ce que j'ai vraiment besoin de SSR ? Et en vrai, si je ne suis pas exposé sur Google, donc en gros, si je ne fais pas du grand public, non, je vais faire uniquement du CSR. Voilà un peu ce que j'en ai pensé de cette conf. Super intéressante, comme tu dis, mais le sujet, le fond, pour moi, ça cible pas tout le monde, quoi. Je propose qu'on attaque la troisième conf. Si je me trompe pas, c'était sur de la gestion d'état. Quo Vadis State Management. Je t'avoue que j'ai pas compris le titre. Et après, j'ai pas cherché spécialement, mais j'ai juste vu Quo Vadis et j'ai pas compris. Mais j'ai compris State Management. C'est déjà bien, je pense. Et c'était donc fait par Rainer. Je sais pas si je prononce correctement bien son prénom. C'était sur les State Management et même, je dirais, les State Management. Là, aujourd'hui, à l'instant T, avec qu'est-ce qu'on peut faire avec des signaux directement dans un service. Donc, on part d'une base. Voilà, j'ai envie d'avoir un state management fait maison, avec des signaux. Voici comment je procède. Et puis, il nous montre rapidement, en fait, qu'on réinvente la roue. Il y a beaucoup de codes dupliqués. Et il donne tout de suite une solution avec les Signal Store. Ça montre un petit peu un cas d'école de comment il a fait. Il part d'une solution maison à une solution qui est avec les Signal Store. On peut se dire, ok, donc on est encore obligé aujourd'hui d'ajouter une lib supplémentaire qui n'est pas prise en compte dans Angular. Donc c'est aussi ça un peu le côté un peu dommage. Ouais, moi j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, notamment parce que il y avait une partie historique
un peu de la gestion d'état, où on a fait le tour un peu sur ah bah tiens, il y a du Redux, etc. Redux NGRX, il y a eu toute une phase là-dessus. Il y a eu une prise de recul des gens pour se dire bon, c'est peut-être un peu trop gros, on n'a peut-être pas tous besoin de Redux. Et donc on a vu émerger des solutions peut-être un peu plus légères. On en parlait un petit peu en off là de Akita. Et puis aujourd'hui, on a l'accès aux signaux. On a Angular qui sort de RxJS, au moins pour la partie gestion d'état. Et du coup, c'était vraiment la problématique de OK, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a en termes de technologie et en termes de recul, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais lorsque les signals sont sortis, en tout cas, il y a eu tout ce qui est sorte de, pas de draft, mais j'ai plus le nom exact, on pouvait quand même commenter, voir un petit peu les réflexions internes. Ah, une RFC. Ouais. RFC, voilà, c'était ça, on avait fait un podcast là-dessus aussi. On voyait un petit peu, mais on avait du mal à savoir où est-ce qu'allait être la limite entre les signaux et l'utilisation de RxJS. Puis après, il y a eu plusieurs écoles en mode, oui, mais du coup, les signaux, c'est que pour le front, après, tu utilises du RxJS. Ok, mais il n'y a toujours pas de limite vraiment, parce qu'on peut faire un peu la même chose parfois sur certains points. D'ailleurs, c'est ce qu'on faisait avant les signaux, on n'avait que du RxJS pour gérer tout ça. Là, ce qui était intéressant néanmoins sur le Signal Store, c'est qu'on montre qu'on gère les états avec les signaux. Par contre, quand on arrive à la limite des signaux pour, avec les opérateurs, faire des opérations un peu plus complexes, boum, on a la possibilité de mettre des Rx méthodes. Et là, tout de suite, on switch sur le côté un peu ultra puissant de RxJS avec ses opérateurs, tout en ayant potentiellement en entrée soit un observable, soit un signal. Et ben, je te propose qu'on passe à la conférence d'après, une conférence sur l'injection de dépendance. Et le titre de la conférence était l'injection de dépendance, le trésor caché d'Angular. Et ben moi, je trouve que, tu vois, c'était un titre qui ne rend pas honneur au talk. Il allait beaucoup plus loin que juste parler d'injection de dépendance. Et le talk, au début, je me suis dit, il va pas être très intéressant parce que je vais vraiment pas apprendre grand-chose. Et c'est des basiques, en fait, du logiciel, quoi, l'injection de dépendance. Et en fait, j'ai pas forcément découvert énormément de choses. Je te rejoins là-dessus. Moi, ce que j'ai découvert, c'est en fait de vraiment pouvoir utiliser l'injection là où potentiellement on ne s'y attend pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse, par exemple, changer le type d'injection quand tu fais des tests. Que tu pourrais faire des fixtures, bien sûr, dans ton test et moquer dans tous les sens. Là, tu pourrais très bien dire, j'appelle tel service qui est un fake service. Donc, c'est une façon que tu pourrais utiliser. Ça nous permet de tester très, très rapidement nos différents scénarios. Et puis, il le montre aussi avec d'autres choses, notamment la partie back-end. Et donc, on remplace l'appel au back, qui est un appel HTTP, par une réponse en mémoire, ce qui permet de notamment collecter des retours assez vite. C'est-à-dire que s'il y a un écran, on ne sait pas trop comment il va être accueilli, etc., et que l'équipe back-end elle est déjà bien chargée, et ben on leur dit restez sur vos sujets en cours, et côté front, on fait une implémentation in-memory, on fait 2-3 fausses données, et l'important, ça va être le contrat. Et donc, notre fausse implémentation respecte le contrat, et le jour où on passera sur la vraie, elle respectera aussi le contrat. Et donc, on peut remplacer l'un par l'autre. Et l'avantage, c'est que en même temps, on construit nos cas de test. Et une fois qu'on remplace la fausse implémentation par la vraie, la fausse implémentation, elle reste toujours là pour faire tous nos tests. Passons à la 6e conf qui est comment tester l'accessibilité d'un site internet sur Angular, présenté par Emmanuel. Emmanuel qui est atteint de surdité de naissance. Elle avait un lecteur en fait à chaque fois. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais ça va extrêmement vite. Et tout de suite, on a vu les erreurs dans un site web où il n'y a pas de balise Alt. Il y a des erreurs sur le nommage des boutons, il n'y a pas de title. Quelqu'un qui ne voit pas un écran ou qui a du mal à voir l'écran et qui a un lecteur d'écran, c'est mort. Il n'entendra rien. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé de cette conf-là ? Moi, je pense que c'est une conf d'utilité publique. C'est très important de s'en préoccuper. Et si on n'est pas convaincu de la cause, de toute façon, ça va rentrer dans le légal très bientôt. Donc, on sera obligé de... juin 2025. C'est ça. On sera obligé de toute façon de s'y intéresser. Moi, j'ai trouvé très très intéressant ce talk. J'ai pas forcément découvert grand-chose parce que de l'accessibilité, j'en ai fait pas mal pendant 3 ans. Okay. Mais pour autant, tout ce qui a été présenté, c'était bien. À un moment, on a eu 3 liens où c'était en savoir plus. Visuellement, on avait un encart de texte en savoir plus, un encart de texte en savoir plus
Et en fait, quand tu fais le lecteur d'écran, c'est juste marqué lien en savoir plus, lien en savoir plus, lien en savoir plus, mais sans le texte qui est associé. Et donc, on ne sait même pas à quoi est rattaché le lien. Et le lecteur d'écran, il ne va pas lire l'URL en fait. Et donc, du coup, ça, c'était bien. Pas tant que ça rattaché à Angular, en vrai. Elle nous a montré, mais très très succinctement, c'était un composant de formulaire. Je pense que ça méritait de creuser un peu le sujet. Ça aurait pu être intéressant aussi de pousser des trucs vraiment pur Angular, en disant tiens, ça comment on le résout dans le monde Angular, parce que il y a peut-être quelques spécificités. Et voilà, genre la navigation clavier par exemple, c'est assez sport. Conférence d'après, c'était sur du data access, tout ce qui est RX ressources et HTTP ressources. Si vous savez pas trop de quoi ça cause, je vous renvoie vers la doc directement. Je pense qu'il n'y a pas forcément grand chose à partager ici. Ça reparle un peu de data management, comme la première conf, avec RX ressources et puis HTTP ressources. La conf était quand même assez sympa parce qu'on avait une construction, c'est-à-dire qu'il y avait un problème qui était présenté et on construisait un graphe de récupération de ressources avec des sous-parties qui se recalculent tout seuls, etc. Moi, je trouvais assez intéressant le cas pratique. Voilà. C'était plutôt un cas pratique selon moi. Est-ce que tu sais pourquoi c'était la meilleure conf de la journée ? Parce que ça parlait de Super Mario. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. C'est la première information qu'on aurait dû dire. Manfred, il a introduit sa présentation avec un overworld de Mario. Et en fait, c'était ça le sujet. C'était comment calculer justement les ressources à dessiner avec le HTTP ressources d'Angular. Ça embarque aussi avec un mini storytelling. Donc c'était plutôt cool à ce niveau-là. Pour la conférence suivante, on avait Instant Navigation in Angular Applications. On va essayer de faire rapide sur celle-ci parce que si vous utilisez Angular depuis le début, les bonnes pratiques sur comment charger correctement votre application, là, Christopher essaie d'aller un peu plus loin en nous expliquant aussi un petit peu les Core Web Vitals. Il montre des stats, des petits indicateurs pour que votre appli démarre, entre guillemets, plus rapidement. Et il termine sa conf sur, et c'est là où on n'est pas forcément d'accord, sur toutes les stratégies de preloading, de prefetching. Il appelle ça l'API spéculative. En gros, une des stratégies de la spéculative preloading, c'est par exemple, votre application elle est lazy loadée par route. L'utilisateur survole un lien. Cette API-là pourrait aller chercher le module attaché, en tout cas le composant ou la route attachée, sans que l'utilisateur ait cliqué sur le lien. Comme ça, si jamais il clique sur le lien, c'est déjà chargé côté application. Moi, ce qui me pose problème tout simplement avec ce genre d'API, c'est que vous avez plein de liens dans votre page, l'utilisateur il survole les liens, il va charger une bonne partie de votre application alors que sans doute il n'ira pas naviguer dessus. Donc du coup, il y a une notion aussi de charge serveur et je pense que Denis, tu auras un mot à dire là-dessus. Ouais, carrément. C'est-à-dire que là, en fait, on se pose la question de comment améliorer les navigations et la solution, c'est de prefetch un peu tout. Du coup, on augmente la charge serveur. Donc, du coup, peut-être que le serveur va répondre moins vite. Et en plus de ça, il va consommer plus de data, plus d'électricité, etc. Moi, j'ai pas forcément été trop emballé. Le sujet de base, quand même, il est intéressant. C'est-à-dire que on est en Angular, on est dans une SPA. Le parti pris des SPA, c'est le chargement initial est peut-être un peu plus lourd. Et puis, une fois que ton appli elle est chargée, les navigations internes sont plus légères. Et donc, du coup, la plus-value, elle est vraiment sur le fait que les navigations successives sont rapides. Dans un progiciel ou dans une appli, peu importe, une appli e-commerce, une fois qu'on est arrivé dedans, après, charger une page produit, c'est instantané, quoi. Par contre, il y a des choses que j'ai découvert qui étaient vraiment cool, c'est que la notion de SPA, elle est de plus en plus traitée, j'ai envie de dire, nativement par les navigateurs. Et il y a un concept qu'ils appellent Soft Navigation qui commence à vraiment prendre place dans les navigateurs. Et donc, c'est quoi une Soft Navigation ? En fait, c'est les navigations au sein d'une SPA, histoire d'avoir vraiment un parallèle entre les SPA d'un côté et les MPA, donc Multiple Page App, donc comme avant, quoi. Donc, du coup, ça, c'était bien. Mais après, le reste, je me pose la question de est-ce que c'est le bon endroit pour améliorer la perf ? Moi, je pense qu'on a d'autres choses où c'est plus important. Il nous montrait, par exemple, avec une image qui était un peu lourde. Il nous montrait avec des appels back-end qui étaient un peu longs, etc. Et donc, pourquoi on ne bosse pas sur la taille de l'image ? Pourquoi, quand on charge une route qui a une image, des données et du JS, on n'est pas capable de se dire que quand je clique sur le lien,
ça préfetch, ça fetch en parallèle le bundle, donc le code JS qui va gérer les composants de la route, les données que la route a besoin et les fichiers associés, donc les assets, donc ça peut être les feuilles de style, ça peut être les images, etc. en même temps. Bien sûr. Bon, moi, c'est un peu mon avis là-dessus. Voilà, j'ai pas forcément trop apprécié la conf et j'en attendais autre chose. Le speaker, c'était Christopher Holder, un mec qui fait plein de trucs en plus avec Angular. Donc un peu déçu quoi de ton côté. J'ai été un peu déçu, en vrai. Eh ben, je te propose qu'on passe à la conf suivante qui nous parlait de debugger. Alors, le titre de la conf, c'était « Sous le capot, un debugger sous stéroïdes pour améliorer la résolution de bugs ». Alors, autant, tu vois, pour l'injection de dépendance, je trouvais que c'était un titre qui rendait pas honneur à la conf. Autant pour celui-là, je trouve que le titre, il est peut-être un peu exagéré. Ça n'empêche pas que la conf était intéressante. Mais on n'avait pas parlé réellement d'un debugger sous stéroïdes. Parce que moi, je pensais que du coup, on allait pimper, qu'on allait retravailler, faire du tuning sur notre debugger pour avoir des informations en plus et des choses comme ça. Et là, non, c'était pas trop ça. Le but, c'était plutôt de se brancher sur un process node en mode debug et de refaire à la main certaines étapes qui étaient faites par le debugger, donc monitoring de données, etc. Et donc, moi, ça ressemblait plutôt à ce qu'on fait avec ce qui est fait avec les sondes Sentry, New Relic, Datadog et compagnie. J'avais plus l'impression qu'on faisait ça. En fait, on faisait une connexion WebSocket entre notre appli Angular en mode dev et un serveur Node à côté, et qui nous permettait comme ça d'échanger des données sur l'état de l'application Angular. Mais on avait plutôt un monitoring temps réel des états plutôt que vraiment un debugger. C'était intéressant en vrai. Je sais pas toi ce que tu en as pensé. Dans mes notes, je me suis mis la phrase qui résume tout. Le talk, en fait, c'est vraiment surtout de montrer comment un debugger fonctionne à partir d'un service en Node.js. Elle a montré quand même une slide à la fin pour expliquer pourquoi ajouter un debugger service dans mon application alors qu'il y a vraiment des debuggers qui existent, typiquement soit dans votre console Chrome, soit directement avec Node. Elle a ses arguments, parce que du coup, ça veut dire qu'on descend un peu plus bas niveau sans utiliser vraiment l'API du moteur V8. Ça, c'était plutôt cool à ce niveau-là. Et je te rejoins un petit peu sur le côté, c'est un peu mal nommé. C'est ça qui est dommage, en fait. Quand je vais voir une conf, j'aime bien que le titre reflète ce que je vais aller voir. Sous le capot, un debugger sous stéroïdes pour accélérer la résolution de bugs. À aucun moment, malheureusement, en ayant vu cette conf, je comprends le titre. Parce qu'on nous montre comment faire un debugger avec un service et aller justement interroger nos propres datas sans utiliser un debugger externe. Mais à aucun moment, ça nous prouve, entre guillemets, ou ça nous montre comment accélérer la résolution de bugs. Mais la conf était quand même cool. Donc du coup, voilà, c'est toujours le côté un peu pas trahi par les noms de conf, mais c'est un peu ça. Là, je pense que le titre de la conf pourrait être amélioré pour représenter un peu plus ce qui est dit à l'intérieur. Dernière conf, on a eu la Ninja Squad. Alors, on n'a eu qu'un des deux membres de la Ninja Squad. Le deuxième n'a pas pu venir, malheureusement. Il a dû décommander. Malheureusement, effectivement. Et ça parlait de tests unitaires. Et je pense, Benjamin, que toi, tu as appris pas mal de choses, notamment sur comment on structure les tests unitaires, comment on se retrouve dans ce bazar-là. Exactement. Et en plus, c'était assez clair avec un petit récap à la fin de la conf sur les bonnes pratiques qu'il faut retenir de cette conf. Donc moi, j'ai retenu une première chose. Le routeur testing Harness, je ne le connaissais pas du tout. Il a utilisé une solution Angular, mais il a aussi utilisé une solution maison qu'il nous a montrée. Une solution que lui avait codée en 2018-2019, je ne sais plus ce qu'il disait, à base de, j'ai plus le nom. NGX Speculoos, ouais. Voilà, Speculoos. Donc ça, c'est cool. Il montre un petit peu aussi les deux façons d'écrire. Donc pourquoi c'est intéressant d'utiliser Speculoos ? Parce qu'il y a moins de code, entre guillemets, c'est moins verbeux. Et donc du coup, moi, ce que j'ai retenu, c'est faites attention quand vous faites vos tests de composants, quand vous déclenchez à la main les détections de changement, faites attention parce que dans la vraie vie, c'est peut-être pas comme ça que le composant va fonctionner. En tout cas, la détection de changement se fera pas au moment voulu comme vous le faites dans le test. Et du coup, les 3 grosses best practices qu'il faut retenir, c'est utiliser le DOM au maximum parce que lui, il va pas forcément bouger, c'est standard au niveau des appels. Si le framework évolue, vous serez obligé de repasser sur tous vos tests. Alors que si vous utilisez le DOM, ça a quand même très peu de risques de changer demain.
Deuxième chose, utiliser le When Stable pour la détection de changement. Et troisièmement, utiliser le Router Testing Harness. Et toi, Denis, qu'est-ce que tu en as pensé de cette conf ? C'est vrai que moi, les tests de composants, je ne suis pas forcément très à l'aise avec parce que justement, c'est le HTML, c'est ce qui va bouger, quoi. Tu veux garder ton métier, mais par contre, tu veux bouger ton HTML, tu veux bouger ton CSS, tu veux bouger la manière dont tes utilisateurs vont interagir en fait, avec ton application. Par contre, tu veux garder ton métier, tu veux garder tes règles de gestion, ton comportement, etc. Sur les tests de composants, je suis toujours un peu embarrassé sur comment bien les tester. Mais au moins, j'ai eu une explication vraiment cool pour le When Stable que je voyais émerger de plus en plus. Et l'exemple qui est donné, il est plutôt pertinent selon moi, c'est toute la partie avec Zone.js. Parce que le Detect Changes, en fait, c'est très lié à Angular sur comment il fonctionne et quand est-ce qu'il déclenche des détections de changement. Tandis que là, l'approche avec When Stable, c'est je décorrèle complètement, je m'en fiche comment fonctionne le framework, c'est je bouge de la donnée ou je fais une interaction utilisateur. Et une fois qu'il a fini de travailler, le rendu est stable et donc c'est à ce moment-là que je fais mes assertions. Et oui, je reviens aussi sur le NGX Speculoos, alors le nom est rigolo, c'est un petit utilitaire qui nous permet de réduire ce qu'on va écrire dans nos tests, notamment avec les navigations, avec les sélections d'éléments et des trucs comme ça. La lib, elle simplifie ça, mais là où moi je reste un peu prudent avec ça, c'est que pour moi c'est peut-être plus quelque chose que vous devez faire vous-même. Speaker, très bon par contre, on sent que la Ninja Squad il maîtrise bien et je trouve qu'il avait le bon discours par rapport au test. Parce que le test c'est un sujet compliqué, on a d'un côté les aficionados, on a d'un autre côté les gens qui ne connaissent pas, on a aussi ceux qui connaissent mais qui ne savent pas faire. Et on a aussi des gens qui sont persuadés de bien savoir faire des tests alors que ils vont faire des tests qui sont catastrophiques, quoi, qui bloquent les refactos par exemple ou des choses comme ça. Donc là, je trouvais que la ligne du discours, elle était vraiment intéressante par rapport au test. Et il nous a filé un code promo aussi sur son bouquin Ninja Squad. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast, malheureusement. Parce que, comme tout bon épisode, il faut une fin. Et même si on avait pas mal de choses à évoquer dans cet épisode, malheureusement, on doit s'arrêter. Et quelle fin! Et on va commencer par remercier l'ensemble des bénévoles pour l'organisation, avec un big up spécial pour Jérôme et Anthony pour ce premier événement en physique. Moi, j'ai été impressionné franchement pour une première édition. Pas de gros budget, et pour autant, ils se sont vraiment bien débrouillés. J'ai bien aimé aussi la session de Q&A à la fin. Quand on a des questions qui sont à la fin des talks, c'est quand même fortement lié au timing du talk. La Q&A, c'était... tout le monde était ensemble, quoi. Tous les speakers étaient là. Et ils pouvaient se passer la parole et tout ça. Et c'était vraiment, vraiment cool parce que, justement, il y avait des compléments de réponse avec des gens qui étaient plus ou moins experts sur certains sujets. Et tu avais les autres experts qui couvraient le reste. Par exemple, il y avait certaines réponses qui étaient, encore une fois, pas clivantes, mais quand on a des écoles de pensée, on a une façon de réagir au truc. Et puis derrière, comme il y avait d'autres experts et que, c'est des experts, il y avait des bons échanges. Et super important, c'était totalement bilingue à chaque fois. Et on sent aussi la volonté de ne pas forcément faire un événement trop gros. Et c'est pour ça que ça s'appelle, je pense, NG Baguette Conf et que ça ne s'appelle pas NG France ou autre chose. Je pense que justement, dans les cartons et dans les têtes de certaines personnes, il doit y avoir un NG France qui traîne. C'est ça. Mais en attendant que ça soit officialisé, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts disponibles comme Spotify, Apple Podcasts, YouTube et YouTube Music. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut.